tous. Donc, merci pour, en tout cas, d'être connectés sur notre page. Donc, aujourd'hui, nous recevons Tidiane Silla dans le cadre des entretiens du réseau Cambridge. Donc, en quelques mots, Cambridge, coopération, collaboration entre l'Afrique et le Nord en créant des ponts. Donc, l'idée est de vraiment mobiliser les experts de l'Afrique partout dans le monde et de mobiliser ceux qui sont en Afrique et qui sont des alumni de différents pays, en commençant par le Canada. Actuellement, je suis au Québec, au Canada, et en échangeant avec des personnes aussi généreuses que Tidiane, l'idée m'est venue de créer ce réseau-là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous essayons de vous proposer du contenu à forte valeur ajoutée sur comment améliorer les relations commerciales, les relations d'affaires entre le Canada et l'Afrique pour un début, et après on pourra voir avec les autres pays comment faire la même chose. Donc merci à tous et je laisse la parole à Tidiane pour qu'il puisse te présenter en quelques mots. Merci. Je m'appelle Tidiane Silla, comme tu dis si bien. Moi-même, j'ai une formation en France, à Paris, notamment à la Sorbonne, dans le domaine de la psychologie. Mais après avoir travaillé au bureau organisation et méthode, dont nous parlerons tout à l'heure, j'ai poursuivi ma formation au Canada où j'ai fait un MBA à HEC Montréal. Donc, quand je suis rentré au Sénégal, je me suis occupé au BOM de formation dans le domaine de l'administration et des entreprises publiques. J'ai fait une carrière ministérielle pendant une douzaine d'années. J'ai dirigé des entreprises publiques, enfin notamment une grande entreprise publique qui s'appelle Dakar Marine. Et depuis 2000, où j'ai arrêté mes fonctions gouvernementales, j'interviens comme consultant, formateur. Voilà. Merci Tidiane pour cette brève introduction. Donc, tu as l'avantage en tout cas d'avoir été des deux côtés, public et privé, et d'avoir vécu au Canada, être rentré au Sénégal. Donc, comment vois-tu l'évolution des relations entre le Canada et l'Afrique, notamment le Sénégal? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une émergence, un essor de la grande distribution. Il y a plusieurs chaînes de supermarchés qui sont implantées un peu partout en Afrique, alors que si on remonte dans le temps, en 88, on a eu le premier accord de coopération entre Provigo, qui est une chaîne de supermarchés ici au Canada, et la Sonadis, que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est la Société nationale de distribution. Donc, comment vois-tu un peu ce volet-là? Parce que le Canada était pionnier à l'époque et aujourd'hui, on ne le voit plus dans ce secteur-là. Tout à fait. Le Canada était pionnier, effectivement. C'est arrivé à une période de modernisation de la distribution dans les grandes villes. La Sonadis avait été créée par l'État et à un moment, l'État a voulu se désengager. C'était dans le cadre de la réforme du secteur parapublic. Et quand j'ai été nommé délégué à la réforme du secteur parapublic, j'ai trouvé ce dossier qui était le dossier de partenariat entre Provigo et la Sonadis. Et j'avoue que ça permet de trouver un peu le fil conducteur de tout ça, c'est le rôle des alumni. Parce que le fait d'avoir vécu au Canada, d'avoir connu Provigo, Steinberg, enfin les autres distributions qui existaient à l'époque au Québec, quand j'ai trouvé ce dossier sur la table et que j'ai pris contact tout de suite, enfin l'ambassadeur du Canada est venu me voir, on a pu très rapidement finaliser cet accord. Et à l'époque, effectivement, le Canada a été pionnier d'avoir, disons, commencé de par un secteur où on intervenait directement, on avait un impact directement sur la distribution alimentaire, donc sur le pouvoir d'achat des gens, parce que si on arrive à distribuer des produits de qualité et pas cher, ça peut jouer sur le bien-être des personnes. Maintenant, comme je dis, c'est vraiment là un premier exemple qui montre que des alumni peuvent aider à débloquer des dossiers qui pouvaient traîner parce que ce dossier était resté longtemps sans avoir un aboutissement. Oui. Mais pourquoi justement, en tout cas moi, je n'avais même pas souvenir que Provigo a eu une relation commerciale avec Sonadis. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on cite les leaders en Afrique de la grande distribution, on ne voit pas de marque canadienne? Était-ce trop tôt ou qu'est-ce qui a fait que je pense, on peut dire que c'était trop tôt. Je pense qu'à l'époque,
Dakar n'était pas encore la ville qu'elle est devenue aujourd'hui. Et les problèmes de grande distribution ne se posaient pas comme ça se pose aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Je veux dire que si Provigo était resté aujourd'hui, ils auraient pu suivre l'évolution. Mais je pense que même déjà au Canada, Provigo avait commencé à un moment à avoir des difficultés et ça a joué un peu sur l'internationalisation de leurs activités. Moi, le point, je pense, qui est important, c'est vraiment le rôle des alumni. Parce que quand on parle de comme vous avez présenté Cambridge, c'est le rôle des alumni. Et si tu permets, je vais vraiment insister sur cet aspect-là, parce que le Canada et le Québec notamment, le Québec est devenu une destination de formation de cadres à partir des années 70. Il y avait, Senghor avait créé ce qu'on appelait le Bureau Organisation et Méthode, et ce bureau jouait un rôle de conseil en management du gouvernement et du président de la République. On était directement rattaché au secrétariat général de la présidence. Et à l'époque, au BOM, il y avait un plan de formation des personnes qui étaient recrutées avec des profils très différents, depuis les profils d'ingénieurs jusqu'au profil de psychologie comme moi, passant par le droit et les sciences économiques. Donc, beaucoup parmi nous ont fait leur formation, leur MBA en Amérique du Nord, HEC Montréal, Université de Sherbrooke. Et d'autres sont devenus, quand on est rentré au Sénégal, on a continué à travailler au Sénégal, mais au BOM, pardon. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces personnes qui sont rentrées ont occupé des fonctions importantes. 5 sont devenus ministres, dont moi-même, d'autres sont devenus des directeurs généraux d'importantes entreprises. Et ça, pour moi, ça a été un levier très important. D'abord, au niveau de la formation, du secteur de la formation et de l'éducation. Ségir, que tu ne connais pas, je ne sais pas si Ségir existe encore au Canada, mais je sais qu'à un moment, ils avaient été rachetés. Mais Ségir est venu au Sénégal au milieu des années 70, ben, tout simplement parce que Marcel Desjardins, qui était PDG de Ségir, avait été professeur en management d'Abdrahman Touré et de Wahab Talla. Ils sont venus au Sénégal et c'est comme ça qu'ils ont commencé très vite à intervenir dans le domaine de la consultation, et notamment ils étaient intervenus dans la mise en place de la direction de la formation permanente qui devait s'occuper de la formation professionnelle des cadres de l'administration, qui était une des missions du BOM, donc ils sont venus appuyer cette mission-là. En fait, c'est parce que des étudiants sénégalais sont partis étudier au Canada qu'ils ont eu cette relation-là et qu'ils ont voulu venir. Voilà. Marcel Desjardins n'aurait certainement jamais mis les pieds au Sénégal s'il n'avait pas été le professeur en management à HEC Montréal de Abdrahman Touré et de Wahab Talla. Et ensuite, moi-même, je suis allé, quand il se passait un plan de formation, quand ces deux sont rentrés, moi, je suis allé à HEC Montréal. Et à HEC Montréal, le fait qu'ils avaient déjà mis les pieds au Sénégal, où ils avaient fait cette étude pour la direction de la formation permanente, les a bien placés. Aussi, le rôle de l'alumni. Parce que quand j'étais à Montréal, déjà quand j'étais au BOM, quand Ségir est venu la première fois, j'étais responsable du secteur de la formation, donc j'ai travaillé avec eux pour la réalisation du plan de formation de la DFP. Donc, rôle de l'alumni. J'en ai un autre exemple, c'est l'IAM. L'IAM, c'est un ancien de Laval et de Chicoutimi, je pense, qui a un partenariat avec Chicoutimi, ils ont délocalisé un programme MBA ici. Donc, toujours le rôle de l'alumni. Donc, dans le secteur de la formation, il y avait un prestige, une sorte de prestige de la formation canadienne, prestige qui avait été renforcé par le fait que dans ma génération, les gens qui sont sortis, je vous ai dit, d'être formés à HEC Montréal, ça a produit 5 ministres. Bon, là, les gens, on n'est pas un grand pays. Les gens disent, tiens, quand on va faire ces études au Canada, ça ouvre des perspectives, voilà. Donc, et il y en a qui sont devenus de grands DG, comme le directeur général du port autonome de Dakar. Voilà. Donc, ça, c'est réel. Tu veux nous faire tous rentrer? Donc, ça veut dire que si je rentre aujourd'hui, je vais être ministre ou DG d'une grande société? Bon, les contextes ont un peu changé. Les contextes ont beaucoup changé, ça c'est vrai. Mais pour moi, il y a un fil rouge, c'est le fait que ces alumni, quand ils sont venus, ils ont permis à
à des institutions canadiennes comme Ségir dans la consultation, comme HEC Montréal dans la formation. Et par exemple, avec HEC Montréal, c'était ACDI, Coopération institutionnelle, qui avait financé les programmes. Alors, j'ajouterais, avant de répondre directement à ta question, c'est qu'en dehors du secteur de la formation, de l'assistance à la réforme du secteur parapublic, il y a eu quand même des investissements stratégiques, comme Hydro-Québec et Elio, qui en 1999 ont repris 34% du capital de la Société nationale d'électricité. Bon, il y a eu des problèmes. Sénélec, donc il y a eu des problèmes, après les gens se sont séparés, mais là, on parle d'un investissement direct qui était un peu dans l'équivalent aussi d'un investissement, de ce que Provigo avait fait dans la distribution. Donc, dans les deux cas, le Canada a été pionnier, parce que c'était la première fois qu'un investissement de ce genre-là arrivait dans des sociétés, dans le secteur de l'éducation. Ils ont réussi à mettre EDF sur la touche, hein. Il ne faut pas oublier ça. Et, parce qu'en dehors d'HEC Montréal, il ne faut pas oublier que certains autres Sénégalais ont été formés, en tout cas je parle de ma génération, à Polytechnique Montréal, et qu'on a eu un ministre de l'Industrie qui était un ancien de Polytechnique Montréal. Donc tout ça, ce réseau a permis non seulement un développement dans le secteur de la formation, non seulement un développement dans l'appui aux réformes, comme à la réforme du secteur parapublic, mais créer un environnement pour des investissements directs, comme dans le domaine de l'électricité ou dans le domaine de la distribution. Dans le monde des affaires, c'est naturel. Et je pense que je vais donner un exemple qui me vient à l'esprit auquel je n'avais pas pensé tout à l'heure. Quand j'étais ministre du Tourisme, un moment comme ça, personne ne pense à ce secteur-là. Je me suis dit, mais de ce que je sais au Québec quand j'ai vécu là-bas, les gens vont en Floride l'hiver. Bon, parce qu'il fait très froid au Québec, on va en Floride. Donc, si vous regardez un peu le tourisme au Québec, c'est est-ouest, c'est-à-dire l'été, on va en Europe, l'hiver, on va vers le sud. Donc, dans ces destinations du sud, il y a la Floride, il y a le Mexique, il y a Cuba et tout ça. À un moment, quand j'étais ministre du Tourisme, j'ai dit, mais pourquoi ne pas avoir des vols charters qui partiraient du Québec, de Montréal, pour venir l'hiver ici? Ça prend deux choses. La première, c'est qu'on ait des gens qui connaissent la destination et qui acceptent de la vendre. J'étais ministre du Tourisme, donc j'ai organisé au Sénégal ce qu'on appelle un éduc-tour. Un éduc-tour, c'est quoi? On prend des tours opérateurs québécois, on les amène au Sénégal, on les fait visiter le produit, et puis à eux maintenant de vendre le produit sur le marché. Deuxième truc, il faut un transporteur. J'étais allé rencontrer Air Transat à cette époque-là, et là, toujours question alumni. J'avais un ami et professeur à HEC Montréal qui était sur le bord de Transat, Air Transat. Ils m'ont mis en rapport, je suis allé, il a téléphoné devant moi, on m'a reçu, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Donc, il fallait faire l'éduc-tour avant. Mais, bon, on a perdu les élections. Et puis, l'éduc-tour est venu avec des tours opérateurs canadiens et tout. On a perdu les élections en 2000. Donc, je n'étais plus ministre du Tourisme, j'ai quitté mes fonctions gouvernementales. Ce projet est resté mort-né. Et moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Et à l'époque, Jean-Pierre Mathieu pourra te le confirmer. Je lui disais, moi, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'hiver, si vous arrivez à avoir un transport touristique sur le Sénégal, les avions qui vont amener les clients au Sénégal repartent avec des produits maraîchers. Oui. À un moment où on en a besoin sur le marché européen. Et ça, c'est un concept que j'avais développé avec Jean-Pierre à l'époque, parce qu'à cette époque-là, lui, avec Géomar, il travaillait sur le développement des marchés nord-américains pour les produits horticoles. Or, les touristes ne voyagent avec beaucoup de bagages. Le charter qui va amener les touristes, au retour, il peut repartir avec en soute des produits horticoles. Bon, on a organisé l'éduc-tour. Aucune personne qui va remplacer au ministère du Tourisme n'a jamais pris cette idée-là, mais aucune personne qui m'a remplacé aussi n'a été alumni. Donc, ne connaît pas ce besoin de soleil qui existe sur cette destination-là pour les gens qui habitent là-bas. Ça suppose aussi, je termine là-dessus, qu'à un moment, si vous avez un flot de touristes
Canadiens qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Un hôtelier va venir faire un hôtel ici pour les accueillir et leur apporter des choses que peut-être, voilà. Oui, effectivement, il y a toujours des gens qui cherchent de l'exotisme. Et bon, j'espère que le message sera entendu par des professionnels du tourisme où là, Air Sénégal a été relancé. Donc, en tout cas, nous, ici, Sénégalais au Canada, on espère qu'il y aura un vol direct très prochainement. Et je pense que ça, c'est un début de réflexion. Cette idée de vol direct, je me suis toujours battu pour ça. Parce que ça, c'est très important. On reste optimiste parce qu'il y a quand même une grande communauté ici et bon, le Sénégal est assez bien, à partir du Sénégal en tout cas, il y a des lignes qui desservent la sous-région. Donc, on est encore dans cette phase-là d'attente. Mais bon, on espère qu'après la pandémie, avec la relance d'Air Sénégal, il y aura des perspectives à ce niveau-là. Et justement, par rapport à, comme j'ai dit tout à l'heure, la casquette privée, est-ce qu'il y a en tout cas des secteurs au Canada, comme l'exemple dont tu viens de parler, qui t'ont marqué et qui gagneraient à être exploités, surtout avec l'Afrique, d'autres secteurs, parce que la formation, les mines, je pense qu'on est tous d'accord, les services aussi. A priori, quand vous parlez de tourisme, les gens vont être étonnés, mais moi, je suis convaincu qu'il y a un marché potentiel dans ce domaine-là. Parce que les gens en l'hiver est long au Canada et les gens ne restent pas. Et puis même les touristes aimeraient avoir des diversifications. Une personne peut très bien acheter des séjours pendant ses vacances qui sont maintenant de plus en plus courts. Un séjour, par exemple, où il viendrait en Afrique avec un crochet sur l'Afrique du Nord, enfin, couplé sur les deux. C'était d'ailleurs une des idées. Et Air Sénégal peut travailler sur ces idées-là. Donc, le tourisme, a priori, même en tant qu'ancien ministre du tourisme, je pense que je peux dire qu'il y a un potentiel. Et l'édictour qui était venu me l'avait confirmé à cette époque-là. Juste une parenthèse, à l'époque, j'ai discuté avec l'ambassadeur du Canada qui était ici à cette époque-là, c'était Bijol, je crois. Quand vous faites un tourisme, l'avantage, si vous avez des touristes canadiens qui viennent, l'argent qu'ils dépensent, ça va directement dans la poche des individus, les chauffeurs de taxi, les trucs. Et ça, en cumulé, le nombre de dollars qu'ils dépensent par personne, avec les flux, ça peut atteindre très rapidement l'équivalent de l'aide au développement. Et ça va directement dans la poche des gens. Ça ne va pas au trésor et tout ça. Le tourisme, il vient, il dépense à l'hôtel, voilà. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous pouvez avoir au bout un investissement. Pourquoi pas quelqu'un de la diaspora peut décider de venir faire un hôtel ici pour accueillir des touristes canadiens qui vont venir. Voilà des idées sur lesquelles... Maintenant, il y a le domaine du TIC. Moi, je crois que là aussi, je ne connais pas très, très bien, mais de plus en plus, on est condamné à suivre la numérisation. Aujourd'hui, il y a la numérisation qui avance de plus en plus. Aujourd'hui, je pense même que dans la formation qui est proposée par le Canada vers l'Afrique, on devrait songer à cet aspect de numérisation parce que c'est un des grands défis vers lesquels l'Afrique va aller. Et par l'enseignement, préparer justement des gens à investir et à s'installer dans ce domaine, dans ce secteur-là. Oui. Oui, de toute façon, la pandémie nous a prouvé qu'il y a une urgence entre le télétravail, les cours en ligne. Il y a énormément de besoins, donc il faut une qualité du réseau et une formation à destination de toutes ces personnes-là qui sont obligées de poursuivre en tout cas leur travail. Donc, en tout cas, merci pour ta disponibilité tout le temps quand je te sollicite, que ce soit pour une mise en relation ou pour des conseils par rapport au Canada ou même à l'Afrique. Tu as été très humble dans ta présentation, donc je partagerai le lien de ta biographie pour que les gens puissent, en tout cas, j'imagine que beaucoup de personnes te connaissent, mais ceux qui n'auront pas eu la chance de te connaître ou de te côtoyer pourront voir ta biographie et également en tant qu'auteur sur les ouvrages, notamment management, gestion, que tu as pu publier. Donc, on espère que tous ensemble, avec Cambridge, on pourra continuer à faire le pont que tu as fait pendant toutes ces années-là dans divers secteurs d'activité.
Moi, je dirais simplement pour terminer, j'espère que mon message sur le tourisme sera entendu. Je me ferai le porte-parole. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, donc tout le nécessaire sera fait. Et là, avec le plan Sénégal émergent, il y a l'ambition de faire du Sénégal un hub touristique. Donc, un hub touristique, il faut comme tu l'as dit, des tours opérateurs, il faut des hôtels pour accueillir ces touristes-là. Donc, je pense il faut des avions. Il y a énormément de choses dans ce projet-là. Merci en tout cas pour ta disponibilité. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Et bonne soirée. Pareillement. Merci.